qui circule librement dans ses entrailles, qui utilise la machinerie, les passages secrets, les illusions. Autrement dit, Leroux transforme le bâtiment lui-même en allié du mythe. Tout ce qui semblait jusqu'alors technique ou anodin devient suspect. Les trappes deviennent des voies de fuite, les couloirs deviennent des repères, et le lac devient un refuge. Le roman rencontre un succès immédiat. Le public est captivé, parce que l'histoire ne repose pas uniquement sur la peur, mais sur une injustice. Le fantôme dérange parce qu'il met en lumière ce que la société préfère ignorer. Et surtout, parce qu'il semble crédible. Leroux joue habilement avec la frontière entre fiction et réalité. Il affirme s'appuyer sur des faits authentiques, évoque des documents, des témoignages, des événements bien réels. Il brouille volontairement les pistes, à tel point que certains lecteurs se demandent si le fantôme n'a pas réellement existé. À partir de là, le mythe s'ancre définitivement dans les murs de l'opéra. Il ne flotte plus, il habite. Le fantôme devient une présence mentale. Il n'est plus nécessaire de le voir, il suffit de savoir qu'il pourrait être là. Et c'est précisément à ce moment que la fiction dépasse son auteur. Car une fois qu'un lieu est associé à une histoire aussi forte, il cesse d'appartenir uniquement à la réalité. Il devient un espace narratif, un décor vivant où chacun projette ses propres peurs et fascinations. Gaston Leroux a offert à l'Opéra Garnier ce qui lui manquait, une figure centrale, capable d'unifier ses tensions, ses silences et ses mystères. Il n'a pas inventé l'ombre, il lui a juste donné une forme. Et depuis, il est devenu impossible de traverser l'opéra sans penser à lui. Même en sachant que tout cela est une histoire, même en se répétant que ce n'est qu'un roman.